Ce que je vous propose, c'est de bien penser à propos du micro. Par défaut, nous allons les désactiver. Et lorsqu'on invitera les uns et les autres à prendre la parole, bien sûr en levant la main ou en écrivant un mot dans le chat, vous pourrez prendre la parole, ouvrir vos micros et ensuite échanger. Parce que le but de cette rencontre en visioconférence, c'est certes de vous partager un certain nombre d'informations, mais également vous donner la possibilité de poser quelques questions et de vous apporter des précisions dont vous auriez besoin pour les sujets que nous allons évoquer pendant cette heure et demie. Je vais commencer par vous présenter un peu le contexte général global et ensuite vous aurez donc des précisions qui seront apportées par Christelle Bernard. Et ensuite, l'AQC. Donc, je vous invite bien à fermer vos micros systématiquement pour l'instant, s'il vous plaît. Alors, je vais vous présenter dans un premier temps les différentes évolutions qui se sont opérées depuis quelques années déjà, notamment après le passage dans le domaine traditionnel d'une grande majorité des chapes fluides. Ensuite, l'AQC interviendra, donc comme vous l'a dit Christelle, sur la sinistralité des chapes. Elle nous fera un petit état des lieux, les critères d'assurabilité, le respect des règles et les enjeux pour la profession. Et Christelle Soulard, cette fois-ci, nous précisera un petit peu le rôle du 3CABTP, leur accompagnement pour la profession, donc la profession au sens large, hein, ce n'est pas uniquement l'UXP, et un petit mot par rapport au CQP, chef d'équipe chapiste, pour lequel nous ont largement accompagné depuis la mise en place. Donc, vous aurez l'occasion, après ces échanges-là, de pouvoir poser vos questions, soit via le chat, soit en levant la main, on en sélectionnera en fonction du temps qui nous restera en fin de réunion. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez avoir droit à une petite page de pub pour que vous sachiez quand même qui est l'UNECP, si vous autorisez. Donc, l'UNECP est une union qui fait partie intégrante du réseau FFB. Donc, nous représentons 3 métiers, le carrelage, la chape fluide, les chapistes, et les projeteurs de polyuréthane. Donc, nous représentons environ 3500 entreprises à l'échelle nationale et nous avons pour mission essentielle tout ce qui est technique, formation, prévention, promotion du métier. Je vais passer très rapidement la présentation de notre entité, mais vous pouvez retrouver donc toutes les informations sur le site internet de notre union. Mais l'objet de la réunion n'est pas là, donc je suis allée volontairement assez vite. Pour remettre un peu le contexte, la CCFAT a pris la décision en 2019 de passer un certain nombre de chapes fluides dans le domaine traditionnel. Donc cette décision est entrée en vigueur en janvier 2023, donc on en est à un peu plus de 3 ans maintenant. Et le passage dans le domaine du traditionnel concerne les chapes fluides à base de ciment et celles à base de sulfate de calcium pour les classes que vous avez affichées à l'écran. Donc on est sur les C16 et C20 pour les chapes fluides à base ciment et sur les C20 pour les chapes fluides à base de sulfate de calcium, communément appelé anhydrite. Donc, à partir de fin mars 2023, tous les DTA de ces chapes fluides concernées ont été annulés et les chapes de ces enseignements sous DTA sont passées dans le domaine traditionnel avec la mise en place de ce qu'on verra un peu plus loin en termes de règles professionnelles, certification, etc. Toutes les chapes fluides ne sont pas passées dans le domaine traditionnel. Un certain nombre sont restées sous DTA, donc c'est le domaine non traditionnel. Et là, pour le coup, nous sommes sous des chapes fluides qui revendiquent soit des performances particulières ou des spécificités de mise en œuvre. Donc, ça peut être, par exemple, des fractionnements, des surfaces de fractionnement différentes de celles qui sont indiquées dans les règles professionnelles. Ça peut être une cure interne pour un procédé qui relève des règles, qui ne relève donc pas des règles professionnelles, puisque les règles professionnelles visent plutôt l'application de cures appliquées sur la chape. Les chapes à base de liants spéciaux ne sont pas visées dans le passage dans le domaine traditionnel. Elles relèvent plutôt normalement des DTA, mais à ce jour, je tenais à préciser qu'il n'y a plus de DTA valides
pour la famille de chapes fluides à base de liants spéciaux. Pour les modifications, donc on est vraiment dans le cadre global qui a découlé de ce passage dans le domaine traditionnel. Donc vous avez plusieurs choses qui ont été mises en place, notamment la création de règles professionnelles pour la mise en œuvre des chapes fluides à base de ciment ou de sulfate de calcium, mais également la certification QD46 au CSTB qui concerne donc toutes les chapes fluides, qu'elles relèvent des règles professionnelles ou des avis techniques. Donc désormais, toutes les chapes fluides doivent être certifiées QB 46 et nécessitent, on le verra un peu plus loin, la diffusion, la distribution vers des unités de production qui, elles aussi, doivent être certifiées. Donc on reviendra sur ces notions un peu plus loin. La mise en place des règles professionnelles, c'est accompagné de la création et de la mise en place également du CQP chef d'équipe chapiste, donc on y reviendra, et la nécessité en pénal souligné de la mise en place de la traçabilité pour nos chapes fluides. Les règles professionnelles, donc c'est devenu la Bible pour les chapistes. Elles ont été éditées dans leur dernière version en janvier 2023. C'était pas la première, c'était la deuxième version, et elles sont inspirées largement des anciens CPT que vous connaissiez, donc le CPT 3774 et le 3578 du CSTD, avec des mises à jour qui prennent en compte les retours d'expérience des professionnels chapistes, mais également des nouveautés. Donc, on est bien sur les règles professionnelles qui visent les chapes fluides qui sont passées dans le domaine traditionnel. Les nouveautés par rapport au CPT, on a rajouté la notion de compétences exigées. Donc, en termes de formation, de certification pour les professionnels, il est précisé dans ces règles professionnelles qu'il est nécessaire que dans chaque entreprise applicatrice de chape fluide, il y ait un minima une personne, donc ça peut être un salarié ou un chef d'entreprise qui soit titulaire du CQP chef d'équipe chapiste par équipe. Donc, ça, c'est bien inscrit dans les règles professionnelles et ça le rend donc nécessaire pour être conforme à ces règles professionnelles. L'autre point fort, l'autre nouveauté par rapport à ce que nous avions avant dans les CPT, c'est la précision par rapport à la traçabilité. Donc, dans les règles professionnelles, il est bien précisé qu'il est nécessaire pour les entreprises de mettre en place un dispositif, une solution de traçabilité accessible et pérenne pour les chapes fluides. Donc, on insiste bien sur la notion de pérenne. Ça veut dire que si on met une étiquette sur un compteur et qui peut être enlevé, qui disparaît, etc., c'est pas une solution de traçabilité pérenne. Au niveau des évolutions, toujours, donc je vous ai parlé des règles professionnelles, je vous ai évoqué la certification également QB46 qui a été mise en place au CSTB et qui accompagne la profession. Donc la certification a été mise en place en 2022 avec un nombre de DTA conséquents qui sont disponibles sur le site internet du CSTB. Donc pour rappel, seuls les certificats QB46 en ligne sur le site du CSTB sont valables. Donc tout ce qui n'est pas disponible sur leur site, qui est régulièrement mis à jour, peut être considéré comme obsolète. Donc cette certification, je l'ai dit un peu plus tôt, concerne bien toutes les chapes fluides, que ce soit les chapes fluides à base de ciment, anhydrite, avant donc les liants spéciaux, mais il n'y a plus de DTA comme je l'ai précisé, et cela qu'elles relèvent ou non des règles professionnelles. Ça veut dire que DTA ou règles professionnelles, toutes les chapes fluides sont concernées par la certification QB46. Je vous ai mis un aperçu de la nouvelle version du toilettage ou on va dire petite chirurgie esthétique qui s'est faite sur les certificats QB. Donc vous avez un nouveau visuel qui vous permet donc de prendre connaissance des différentes informations telles que le type de fabrication et de distribution, les spécifications en termes d'étalement, les rajouts d'eau, etc. Toutes ces informations, vous les avez sur les certificats QB. Autre chose importante également, la liste des unités de production certifiées figure en annexe. Donc, ça veut dire que si vous utilisez un procédé de chape fluide certifié QB46, mais que la centrale
où le camion mobile qui vous distribue le procédé ne figure pas sur l'annexe, eh bien, vous n'êtes pas dans les clous. Et on y reviendra tout à l'heure. Donc, je vous invite vraiment à avoir cette vigilance et à consulter la liste des unités de production qui est bien en annexe du certificat QD46 du procédé que vous mettez en œuvre. Donc, je vous ai mis le lien pour pouvoir accéder à ces certificats et j'ai oublié de le préciser. Nous enverrons également le support de présentation à toutes les personnes qui ont participé à la réunion. Un petit mot toujours donc dans les évolutions, la valorisation des compétences est un point qui nous tenait à cœur dans la profession, qui a conduit donc à mettre en place le CQP chef d'équipe chapiste. Excusez-moi, je vais couper les micros. Le CQP chef d'équipe chapiste a été mis en place avec l'approbation donc de la CPME et est porté par les deux organisations professionnelles, donc c'est l'INEC-PFRD, mais également la CAPEB. Donc nous sommes co-porteurs de cette certification. On est sur une certification de niveau 4 avec un COEF 250 et l'objectif clairement pour cette mise en place de ce CQP, c'est de qualifier les professionnels sur la base d'un référentiel commun. Donc avant le CQP, les chapistes étaient formés par les titulaires des certificats QD, les formulateurs, et bien évidemment, en fonction du réseau auquel on appartenait, on pouvait avoir un niveau d'information ou des savoirs assez différents, ce qui créait une certaine hétérogénéité sur l'ensemble du territoire. Le CQP permet d'avoir une base commune pour tous les chapistes, quelle que soit leur entreprise, quel que soit leur réseau, que ce soit, on va en citer trois, la Farge, Lucas, Nexa, SICA, etc. Et ben, on a un socle commun qui permet d'être sûr que on a un niveau, des compétences communes pour l'ensemble de la profession. Donc, c'est vraiment un accompagnement, une montée en compétences, une valorisation des compétences pour les professionnels qui étaient déjà experts et qui permettent donc également de faire reconnaître le métier à part entière. Donc, ce CQP concerne bien les trois familles du chape fluide, donc que ce soit un hybride ciment ou à base de liants spéciaux. Pour s'inscrire au CQP, il est nécessaire de respecter certains prérequis. Donc, c'est précisé dans le référentiel du CQP. Soit on a une expérience de 5 ans sous chantier dans une entreprise du bâtiment, ou alors on a une expérience de 3 ans et on est titulaire d'une certification de niveau 3. Donc, pour le deuxième point, je peux par exemple avoir un CAP carreleur et postuler pour le CQP chef d'équipe chapitre sous réserve que j'ai bien 3 ans d'expérience en plus de mon CAP. Par contre, je prends souvent l'exemple, si je suis boulanger et que je n'ai aucune expérience dans le bâtiment, et je ne pourrais pas candidater et m'inscrire pour ce CQP. De la même façon, si j'appartiens à un réseau d'industriels et que je n'ai jamais justifié d'expérience qui permettent de cocher donc les deux cas de figure que je vous ai présentés, de la même façon, je ne peux pas m'inscrire pour passer le CQP. Il est aussi possible d'y accéder via la reconnaissance des acquis de l'expérience, mais on pourra développer ça un peu plus en détail si vous le souhaitez. Je voulais dire un petit mot sur Qualibat. Pour les entreprises qui sont qualifiées Qualibat, il y a la qualification Qualibat 62-62 qui concerne les chapes fluides. Donc, elle est spécifique aux chapes fluides et il est bien précisé dans les exigences complémentaires de cette qualification qu'il est nécessaire de fournir une attestation de formation de chef d'équipe chapiste. Donc, le CQP permet de répondre à cette exigence complémentaire qui figure dans les exigences pour obtenir la qualification Qualibat 62-62. C'est pas assez connu et je tenais à le souligner. Un petit mot sur la traçabilité des chapes fluides. La traçabilité est inscrite, donc, comme je vous le disais tout au début, dans les règles professionnelles, ce qui fait qu'elle devient indispensable.
Et dans ces règles professionnelles, il est précisé une liste d'informations à minima qui permettent donc d'arriver à mettre en place cette traçabilité. Je ne vais pas vous les lister une par une, vous les avez à l'écran, vous les avez également dans les règles professionnelles. Et donc, il y a nécessité pour les entreprises de mettre en place cette traçabilité avec une obligation, entre guillemets, de résultats, mais pas de moyens. Donc là, je vous ai mis l'exemple d'une application qui permet de mettre en place cette traçabilité, qui est disponible via Android ou iOS, que vous pouvez télécharger. Mais une fois de plus, j'insiste bien, il y a une obligation de résultats, mais pas de moyens. Donc, ce n'est pas une obligation. Ce qui est nécessaire et vraiment qui permettra de faire monter tout le monde en qualité, c'est de mettre en place cette traçabilité de façon effective au sein de vos entreprises. Un petit mot concernant donc l'assurabilité des entreprises applicatrices de chape fluide. Là, vous avez un petit condensé des points, des exigences qui vous permettent d'être assurés en technique courante. Donc, depuis août 2024, toutes les entreprises, pour qu'elles soient assurées en technique courante, doivent remplir un certain nombre de conditions. Donc, premièrement, il convient d'utiliser des chapes fluides qui sont certifiées QD46. Et qui sont distribués par des unités de production certifiées. Donc, j'insiste bien, ayez le réflexe de consulter les certificats QB sur le site internet du CSTB et donc de prendre connaissance en annexe de la liste des unités de production certifiées. L'entreprise doit mettre en œuvre les chapes soit suivant les règles professionnelles, soit suivant un DTA lorsque le procédé de chape fluide est sous DTA. Il est également nécessaire d'être agréé par les titulaires des certificats QD46 pour pouvoir mettre en œuvre la chape dans les règles. Donc, chaque titulaire du certificat QD forme les entreprises en complément de sécurité. Donc, ce n'est pas l'un qui remplace l'autre. La formation proposée et mise en place par les titulaires du certificat est nécessaire justement pour donner les informations propres, par exemple, aux spécificités du procédé de la chape fluide. Donc, c'est indispensable, c'est nécessaire, mais l'un ne remplace pas l'autre. Il est nécessaire d'avoir cet agrément, mais en plus d'avoir à minima donc une personne dans l'entreprise, donc le salarié ou le chef d'entreprise, qui soit titulaire du CQP, chef d'équipe chapiste. Et donc, Christelle Ebner de l'AQC va nous présenter un peu plus dans les détails ces différents points. Et avant de lui passer la main, donc je vous précise bien que pour ce qui concerne le CQP chef d'équipe chapiste, les candidatures, si vous souhaitez l'obtenir, il convient de passer par les organismes de formation qui sont habilités. Nous avons la liste des OF habilités à disposition que nous enverrons également avec les différents documents de la réunion. Je propose maintenant à Christelle de nous partager un petit tour d'horizon en ce qui concerne la sinistralité et un petit point également assurantiel. Christelle, je vous laisse la main. Merci, je vais partager effectivement ma présentation. Est-ce que c'est OK? Oui. Merci. Oui, merci. Donc, effectivement, voilà. Alors, je vais reprendre la suite de Nadège. Voilà. Donc, juste en quelques mots, présentation de l'Agence Qualité Construction. Donc, c'est une association loi 1901 de mission reconnue d'intérêt général. Et notre objectif, c'est de faire de la prévention des désordres. Comment on fait de la prévention? On observe la sinistralité. Alors, on voit tout ce qui ne va pas bien dans le bâtiment. Il faut aussi se rappeler qu'il y a beaucoup de choses qui vont bien. Donc, voilà, je viens vous parler de sinistralité, mais c'est parce que c'est notre objectif. Pourquoi on regarde la sinistralité? Ce n'est pas pour mettre à l'index un produit, un procédé, une technique. C'est simplement pour dire, attention, profitons de l'expérience de chacun. Il y a eu des choses, il y a eu des sinistres, voilà comment faire pour ne pas faire de sinistres derrière. Donc, c'est vraiment observer la sinistralité dans un cadre positif pour faire de la prévention derrière et donc ensuite essaimer, c'est-à-dire de partager ces retours d'expérience donc au plus grand nombre aux acteurs de la construction. Donc, comment on travaille? On a une cinquantaine de membres
Donc, à l'agence qualité construction, ce sont tous les acteurs de la construction. Ils sont tous regroupés sous forme de syndicats ou d'organismes professionnels. Donc, l'AFFB est adhérente donc à l'AQC, de même que la CAPEB. Et on a aussi les assureurs, les experts, on a Filiance pour les contrôleurs techniques. On a vraiment toute la chaîne et le but est de travailler dans le consensus pour faire ces actions de prévention. Où est-ce que vous retrouverez de l'information sur, nous avons différentes publications. On a l'Observatoire de la qualité de la construction donc, qui sort tous les ans. Donc, vous avez l'édition 2026 va sortir au mois de mai. Et vous avez un site SICODES qui est en ligne et qui est un site interactif et qui vous permet d'avoir un tour d'horizon des éléments d'ouvrage les plus impactés pour la sinistralité dans le bâtiment. Donc, voilà, ça peut être, je dirais, intéressant d'aller voir. Nous avons pas mal de publications. Toutes nos publications sont téléchargeables gratuitement sur notre site internet et on va avoir une communication sur les chapes fluides, un flash alert qui va être remis à jour puisqu'on était encore, on n'avait pas encore parlé des règles professionnelles à ce moment-là, donc il va bientôt ressortir, disons à la fin de cette année. Et puis voilà, vous avez d'autres documentations qui peuvent également vous intéresser, donc n'hésitez pas d'aller sur le site de l'AQC pour télécharger ces productions. Alors, on va vous parler effectivement de la sinistralité, comme je vous l'ai dit. Donc, on a effectivement de la sinistralité parce que c'est notre objectif d'aller voir ce qui va mal, mais il y a aussi beaucoup de choses qui vont bien. Si on regarde, alors je ne sais pas, il y avait une question, non? Non. Oui, c'était simplement là, sur le slide précédent, vous avez parlé de ressources, de MOOC, etc. C'est le site ProRéno, c'est ça? Ou c'est un autre. Alors, il y a vous le nous site donnerez le lien? ProRéno, il y a le site AQC. Ok. Merci. Donc, si on vous parle de la sinistralité, donc dans nos observatoires d'observation, on a un observatoire qui s'appelle l'observatoire SICODES, le système de collecte des désordres, et ce sont des désordres qui nous sont remontés par les experts d'assurance construction dans le cadre de la dommage ouvrage. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? On va regarder les éléments d'ouvrage les plus impactés. Donc, c'est par exemple les revêtements de sol intérieur. Si on les regarde, que ce soit en maison individuelle, en logement collectif ou en locaux d'activité, donc on retrouve ça assez en haut de la pile, je dirais, de la sinistralité dans la représentativité de tous les désordres. On en a pas mal qui représentent les revêtements de sol intérieur. Hein, donc, on regarde en fonction des différentes destinations. Mais les revêtements de sol intérieur, donc ça peut être le carrelage, le pierre, les textiles, les sols souples, le parquet ou les résines. Par contre, si on va voir pourquoi cet élément d'ouvrage est impacté, eh ben, on va regarder, donc c'est par nomenclature, on va regarder que dans 30% des cas, c'est dû à une inadaptation du support. Et donc, dans le support, il y a les chapes. Alors, pas que, hein, il y a des chapes fluides, il y a des chapes traditionnelles, mais voilà, on peut savoir aussi que de temps en temps, la chape peut être à l'origine d'un sinistre qu'on va retrouver donc au niveau du revêtement de sol. Et puis, comment va se manifester ce désordre? Ben, ça va être quand même une sécurité d'utilisation parce que, par exemple, si on a un revêtement carrelage et puis avec du retrait en dessous et que le carrelage se fissure et qu'il y a un désaffleur, ça peut être coupant. Et donc, ça peut être ça peut rentrer dans un problème de sécurité d'utilisation. Alors, quelques désordres que l'on peut constater le plus souvent, donc fissures, décollements, risque de chute et moisissure. Alors, quand on regarde le décollement, que ce soit du carrelage, ça peut être souvent dû à du retrait de la chape, donc du retrait qui est mal maîtrisé, soit parce qu'il manque des joints périphériques, des joints de fractionnement. Donc ça, il faut être attentif à tout ce qui est joint, hein, c'est souvent quand même à l'origine de la sinistralité. Une autre origine de sinistralité, c'est la différence entre les chapes anhydrites ou les chapes à base de sulfate de calcium et les chapes à base ciment. C'est vraiment l'humidité qu'on a dans la chape et la mesure d'humidité qu'on doit faire avant de recouvrir. Et ce qui se passe aussi, d'où aussi on va réinsister sur la traçabilité, c'est de savoir quel type de chape a été posé et notamment de faire des mesures d'humidité avant de mettre le revêtement de sol. Et si évidemment on recouvre notamment une chape anhydrite pas trop vite, qui n'a pas eu le temps de sécher, à ce moment-là, on va avoir quelque chose qui va tout à fait partir, je dirais, en morceaux et du coup, une non-adhérence et des cloques, par exemple, sur le revêtement ultérieur. Alors, on a un autre type de sinistralité qui n'affecte pas la chape,
mais qui, lorsqu'on coule une chape, évidemment, ça développe énormément d'humidité pour le sécher dans les premiers jours. Et ce qui se passe, c'est que vous avez des fois des chantiers avec les plaques de plâtre qui sont posées. Et donc, si on coule la chape, il faut que l'eau s'évacue, l'humidité s'évacue. Et si tout est fermé sur le chantier, ben évidemment, il va y avoir un taux d'humidité très fort et un développement de moisissures sur les plaques de plâtre. Alors, c'est quelque chose qui coûte très cher et qui coûte souvent très cher aux entreprises parce que ça se développe tout de suite avant la réception du chantier. Et donc, il faut réparer dans le cadre avant que la fin du chantier et avant la réception du chantier. Et il n'y a pas toujours d'assurance derrière pour prendre en charge ce type de sinistre. Donc, c'est très important quand vous coulez votre chape de vérifier. Évidemment, il ne doit pas y avoir de courant d'air pendant le séchage, mais il faut aussi pouvoir aérer, pouvoir utiliser des déshumidificateurs pour ne pas que l'eau soit, je dirais, prise. Qui reste dans la pièce et donc contribue à des développements de moisissures sur des parties annexes. Donc ça, c'est des désordres constatés, je dirais, enfin, qui nous remontent régulièrement. On a aussi des désordres sériels. Alors, le dernier sériel qu'on a sur une chape qui était sous avis technique, donc on en a quand même reçu plus de 90 dossiers. On a un problème de fissuration de la chape, donc qui va se répercuter sur le revêtement au-dessus, donc qui est dû à un retrait anormal de la chape. Donc, l'avantage, je dirais, de l'agence qualité construction, c'est qu'on va mettre en relation les experts d'assurance. Et même si vous avez un sinistre dans une région et donc un autre expert qui s'occupe du même sinistre dans une autre région, on arrive à les mettre en relation, je dirais, et de manière à mutualiser les investigations. Donc là, l'objectif était de voir d'où venait ce sinistre et quelle était l'origine. Et en fait, c'était un produit qui était bien sous avis technique, mais dont par contre l'unité de production n'était pas agréée. Donc il y avait en fait une non-maîtrise en fait des conditions de retrait dans cette unité de production. D'où effectivement le message sur lequel Nadège a bien insisté, c'est que non seulement il faut que la chape soit donc réponde à des règles professionnelles, soit sous avis technique ou DTA, mais il faut également que l'unité de production qui fabrique cette chape soit bien aussi agréée, qu'elle est bien vérifiée, qu'elle maîtrise effectivement toute la fabrication de la chape puisqu'elle va faire avec elle va avoir la chape, mais elle va avoir aussi également les granulats sur place, etc. Elle va devoir bien tester et maîtriser notamment le retrait. Donc voilà un cas concret. Sinon, donc sur les points de vigilance, donc comme vous l'a dit également Nadège, donc j'ai repris effectivement les conditions d'utilisation dans les règles professionnelles des chapes à base de sulfate de calcium et les chapes à base de ciment. Donc en fonction de la classe de chape et en fonction du classement des locaux dans lesquels vous les incorporez. Donc ce qui est très important, on en parlait, c'est le liant à base ciment et les liants à base de sulfate de calcium. Donc, d'où l'importance de la traçabilité, puisque les mesures d'humidité, on n'attend pas la même chose, le même taux d'humidité pour recouvrir une base ciment qu'une base sulfate de calcium. Donc, d'où l'importance de la traçabilité, parce que vous avez la traçabilité quand vous allez utiliser le produit, je dirais, à l'état, enfin, sur le chantier. Donc, en œuvre, donc à ce moment-là, on peut avoir, et celui qui intervient après sur la chape, le carreleur ou celui qui vient faire le revêtement de sol va avoir la traçabilité et saura ce qui a été posé comme chape et va pouvoir utiliser la colle à carrelage qui va bien aller avec la chape ciment ou avec la chape à base de sulfate de calcium. Mais il ne faut pas oublier qu'à un moment, il y aura des travaux de rénovation quelques années plus tard et que ce n'est pas à l'œil nu qu'on peut retrouver si la chape est à base de ciment ou à base de sulfate de calcium, entre autres. D'où l'importance de cette traçabilité. Sur la mise en œuvre, c'est évidemment le respect des joints de fractionnement, que ce soit les joints périphériques. En fonction aussi, les joints de fractionnement, c'est en fonction des locaux, en fonction du type de plancher, en fonction du type de chape également. Donc, l'aération ou la ventilation aussi de l'espace pour le séchage des chapes. J'en ai parlé avec le risque de moisissure. Les mesures d'humidité avec la bombe à carbure pour être sûr de bien recouvrir quand la chape est bien sèche.
Et puis également, il y a des chapes qui nécessitent enfin en principe, elles nécessitent tout un ponçage, sauf quelques-unes. Et donc là, il faut aussi être bien attentif si le ponçage est obligatoire ou pas. Et s'il n'est pas obligatoire, il faut quand même vérifier qu'il n'y ait pas de laitance avant de venir réappliquer un produit de revêtement dessus. Alors, Je oui, voudrais juste, avant que vous me passiez sur la partie suivante, peut-être réinsister en termes de traçabilité. Alors, on l'a beaucoup évoqué sur la partie chape, et notamment ce que doit le chapiste, mais je voudrais aussi souligner que on a besoin de l'accompagnement et de l'investissement également des titulaires des certificats QB et des unités de production. Dès le départ, le produit qui part d'une centrale avec un bon de livraison qui n'est pas bien renseigné, eh bien, on perd déjà en traçabilité. Un bon de livraison qui est édité sans la valeur d'étalement départ central, eh ben, c'est pas conforme. Sans la mention du numéro de certificat QV lorsque le procédé est certifié, ce n'est pas conforme non plus. Et un bon de livraison qui met en avant un nom de procédé de chaque fluide de certifié QB46, alors que la centrale n'est pas certifiée, et ben c'est pas non plus conforme. Donc vraiment, on a une responsabilité au niveau des entreprises applicatrices de chaque fluide en termes de traçabilité, mais c'est un travail qui doit être fait par l'ensemble de la profession et qui part dès les produits qui quittent une centrale. Donc je voulais vraiment insister sur ce point-là. d'accord. Je ne sais pas si on prend les questions maintenant. Alors, si elles sont en lien, oui. Alors, on a dans un premier temps Monsieur Galmiche. Oui, merci. Juste une question là. Tout à l'heure, vous nous avez montré un logiciel de Votre traçabilité. micro. Oui. Non, le On vous micro. entend bien. Ah, pardon, Ah, excusez-moi. alors moi, je Donc n'entends tout à pas. l'heure, tout à l'heure, vous nous avez montré un logiciel pour traquer en fait les différents chantiers, track online ou quelque chose Chape. de voilà, ouais. Et dans cette application, est-ce que dedans il y a un menu déroulant pour choisir les unités de production qui sont sous DTA? Est-ce que dedans il y a déjà ce premier niveau de contrôle dans cette application? À ma connaissance, elles ne sont pas. Vous n'avez pas toute la liste des unités de production qui sont répertoriées. C'est un développement que ce prestataire a en objectif de mettre en place, mais pour l'instant, vous n'avez pas l'extraction directe du site du CSTB avec les annexes vers l'application. Mais je vous invite, ce sont des questions et ce sont des points qui méritent d'avoir un nombre de remontées. Vous pouvez nous écrire avec la Ouais. liste des points qui vous semblent pertinents ou contacter d'ailleurs directement le prestataire. Donc c'est un prestataire, hein, ce n'est pas une entité intégrante de la FFB. Oui, ok. Ben, écoutez, moi je travaille pour Heidelberg, mais Hein. je vous enverrai un mail, je vous remercie. Je vous en prie. Alors on prend encore des questions et après on va avancer. Pascal Arnaud. Oui, bonjour à tout le monde. Vous parliez tout à l'heure donc des traçabilités sur les bons de livraison. Il y a encore quelques bons manuels imprimés. De plus en plus, il y a des bons dématérialisés. Et ce n'est pas évident d'avoir toutes les infos à l'arrivée sur le chantier. Et c'est un problème pour la vérification de tous des étalements, de tout ce qui s'ensuit. Je ne sais pas si tout le monde est OK avec moi ou pas. Alors, juste pour avoir la précision, votre entreprise, s'il vous plaît? Heidelberg, comme Monsieur Galmiche. D'accord. Alors, on ne pourra pas rentrer dans le détail de qui, pourquoi, comment et pourquoi c'est pas fait. La seule chose que moi je peux vous dire, c'est que ça doit être fait. Il faut réussir à avoir un bon de livraison qui contient à minima l'étalement des parts de centrale. Quelle que soit la difficulté opérationnelle, technique, je sais pas, papier, pigeon, etc., on doit avoir cette information. Une entreprise ne peut pas réceptionner un produit pour lequel elle ne connaît pas les caractéristiques initiales. Comment voulez-vous qu'elle contrôle l'étalement sur chantier si elle n'a pas la valeur de départ? Donc, le sujet, on pourrait le tourner dans tous les sens, quelle que soit la difficulté technique pour mettre en place cela. C'est indispensable. C'est un prérequis.
OK. On prend une autre question et après on va avancer. On fera vraiment toutes les questions-réponses. Je vois que vous avez beaucoup de questions. Gianni, et après on continue, Christelle. D'accord. Oui, Gianni? Voilà, oui, excusez-moi. Oui, bonjour tout le monde. Alors, je vais essayer de faire vite. Alors, je vais rejoindre mon collègue. Effectivement, on a déjà échangé là-dessus, Nadège. Effectivement, on a un gros souci avec ces bons de livraison dématérialisés. Alors, toute la responsabilité aujourd'hui réside sur l'applicateur et l'entreprise plutôt à la base de Chap. Mais en sachant que tout au bout, effectivement, on a effectivement quelqu'un qui possède le CQP. Cependant, fort d'expérience de chantier, puisque j'ai quand même l'occasion de repartir un peu de temps en temps avec grand plaisir sur chantier, on s'aperçoit qu'effectivement, cette traçabilité, on n'arrive pas à la mettre en place. Alors, c'est difficile déjà au sein des entreprises, il ne faut pas se le voiler. Mais alors, en plus, face à nous, on a quand même des distributeurs, des chauffeurs, parce que je pense qu'il va falloir mouiller un peu plus la mèche, mais ça, j'ouvre des portes, encore une fois, parce que ça arrive sur les chantiers. Effectivement, la dématérialisation est de partout, mais en réalité, le chauffeur arrive, vous présente rien. S'il vous réclame pas, limite, il sait même pas. Et même dans la présentation de la forme dématérialisée du bon de livraison, on a une forme dématérialisée qui correspond plutôt à un bon de livraison de béton. On retrouve difficilement les choses. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire là-dessus, il y a un gros travail à faire là-dessus qui pourrait améliorer la traçabilité, effectivement, qui est nécessaire, ça c'est clair, n'était possible. Voilà, je pense qu'il y a un effort d'un côté comme de l'autre à faire, mais il y a vraiment un débat à ouvrir. Voilà, c'était ce que je voulais dire, et j'espère qu'on pourra avancer sur ce sujet. Voilà, merci. Merci beaucoup, Gianni. Je pense qu'autour de la bio, on a pas mal d'industriels, de distributeurs, de formulateurs. Et les messages, ma foi, je pense qu'ils sont passés de façon assez claire et nécessitent un travail de l'ensemble des acteurs pour retirer tout le monde vers lui. Alors, ce que je vous propose, Jean-Marc Régnier, donc la main est levée. Tu ne la baisses pas, Jean-Marc. Tu n'auras pas de crampes et on va y arriver tout à l'heure avec la suite des questions. Christelle, je vous laisse continuer. Ok, donc là, on va parler effectivement des critères d'assurabilité. Donc, un rappel, comment ça se passe au niveau des critères d'assurabilité. Vous avez en haut donc les textes référentiels que vous connaissez, que ce soit les normes ou DTU, les règles professionnelles, les recommandations professionnelles ou les avis techniques et les DTA. Et en bas, vous avez le langage des assureurs, technique courante et technique non courante. Donc, le langage des assureurs, c'est ce que vous avez dans vos contrats, donc que ce soit entreprise ou prescripteur, que vous avez dans vos contrats avec vos assureurs pour votre RCD, votre responsabilité civile décennale. Et en fait, si vous lisez bien, vous êtes automatiquement assuré en technique courante, si évidemment vous déclarez l'activité que vous faites et que vous utilisez des produits ou des procédés qui répondent à ces textes qui sont classés en technique courante. C'est-à-dire qu'on parlait des règles professionnelles pour les chapes fluides. Les règles professionnelles, elles ont été examinées par la C2P, donc la Commission Prévention Produits Mise en œuvre, qui siège au sein de l'AQC, et elles ont été acceptées. Et quand elles sont acceptées, ça veut dire que si vous travaillez conformément à ces règles professionnelles, vous serez classé en technique courante, et donc vous n'avez pas besoin de prévenir votre assureur, et vous êtes, je dirais, d'emblée assuré dans le cadre de votre responsabilité civile décennale. Pareil, si vous utilisez des produits ou des techniques et donc des chapes fluides qui sont sous avis technique ou sous DTA, vous devez vérifier que cet avis technique ou DTA est classé en liste verte. Donc, on va voir comment on s'en aperçoit, comment on peut le savoir. Et si c'est classé en liste verte, c'est pareil, vous serez assuré, je dirais, de facto par votre assureur. Si par hasard, vous ne respectez pas ces règles-là, ou si vous utilisez un produit qui est sous avis technique ou DTA qui serait mis en observation, à ce moment-là, vous serez assuré selon des techniques non courantes, ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous assurer, mais ce qui veut dire, c'est que vous ayez prévenu votre assureur avant de mettre en œuvre cette technique. Alors, je vous rassure, pour l'instant, des avis techniques ou des DTA de chape fluide ne sont pas en observation, donc il n'y a pas de risque. Mais sinon, il faut penser quand même à le vérifier systématiquement. Alors, effectivement, là, on l'a vu. Donc, vous avez les règles professionnelles qui sont acceptées. Comment vous pouvez vérifier? Alors là, vous pouvez aller sur le site de la publication C2P et à ce moment-là, vous pouvez voir la liste des règles professionnelles qui sont acceptées par la C2P. Et à ce moment-là, vous regarderez que dans les aménagements intérieurs, vous avez effectivement la mise en œuvre des chapes fluides
à base de ciment ou de sulfate de calcium, hein, donc édité par la CAPEB et l'UNECB FFV depuis janvier 2023. Donc à ce moment-là, pas de souci, mais il va falloir bien respecter ce qu'il y a marqué dans ces règles professionnelles. Si vous utilisez des chapes fluides qui sont sous DTA ou sous avis technique, à ce moment-là, il faut bien aller voir. Donc pareil, sur cette publication C2P, vous avez l'accès à la liste verte de la C2P. Et sur cette liste verte, eh ben, vous rentrez soit le nom du titulaire, soit le nom de la chape, soit le numéro d'avis technique. Je dirais, vous avez plusieurs moyens d'accéder et de vérifier que la chape fluide que vous allez mettre en œuvre est bien classée en liste verte, ce qui vous permet d'être assuré, donc de facto, par votre assureur RCD, sans avoir besoin de le prévenir plus que ce soit dans votre activité générale. Mais un rappel, Nadège l'a déjà bien expliqué au début, hein, mais ce qui implique dans ces règles professionnelles ou dans ces avis techniques ou DTA, donc il y a toute la mise en œuvre, les joints de fractionnement, le respect, etc. Mais il y a aussi tout ce qui accompagne, c'est la certification QB46 des chapes fluides, hein, donc qui va contrôler régulièrement les produits, mais avec le suivi des unités de production, avec la liste des unités de production certifiées, hein, donc comme vous le disait Nadège, de bien vérifier à chaque fois que vous allez mettre en œuvre une chape fluide, que le site de production est toujours bien certifié et que vous avez bien son certificat, que l'entreprise, donc vous en tant qu'entreprise, vous êtes bien agréé par le titulaire de la certification. Donc c'est à vous, en tant que chapiste, de demander à l'unité de production, donc si elle est bien certifiée, et au jour où vous le mettez en œuvre. Attention, un certificat, ça évolue dans le temps, et donc il faut vérifier que ça soit le jour où vous le mettez en œuvre, que l'unité de production est bien certifiée. Il faut évidemment aussi le certificat de qualification professionnelle de chef d'équipe chapiste. Ça, ce sont des critères et des exigences qui sont demandées dans les règles professionnelles ou dans les avis techniques. Donc, ça fait partie au même titre que de suivre les prescriptions de mise en œuvre. Au même titre, vous devez aussi avoir ce certificat de chef d'équipe. Vous devez vérifier qu'il y a bien une certification QB46 sur l'unité de production, que vous êtes bien agréé. Et puis, la traçabilité également. Donc, comme le disait Nadège, dans la règle professionnelle, c'est bien écrit, c'est bien donc, un objectif de résultat, et après, vous utilisez le moyen que vous souhaitez. Mais il faut vraiment avoir une traçabilité, que cette traçabilité puisse être bien remise aussi au maître d'ouvrage, parce que je vous dis, dans quelques années plus tard, quand il va revenir dessus, c'est bien qu'il sache quel type de chape a été posé. Voilà, donc ça, c'est très important pour être assuré sans difficulté auprès de votre assureur et sans déclaration supplémentaire. Il suffit de respecter donc, ce qui a marqué dans les règles pro ou dans les avis techniques ou DTA. Voilà, mais écoutez, j'en ai terminé. Je vous remercie. J'arrête la présentation. Merci beaucoup, Christelle. Donc, on va passer la main à Christelle Soulard du 3CA BTP, et j'espère que les idées se précisent un petit peu sur les évolutions qui, ma foi, peuvent paraître complexes, mais somme toute qui visent à tirer l'ensemble de la profession vers le haut, et on souhaite vraiment qu'il y ait cette synergie et qu'on évite de se retrouver dans des situations difficiles avec des procédés qui pourraient potentiellement générer des désordres, non pas tout de suite sur la chape, mais sur le revêtement qui serait mis ensuite sur la chape. On n'a pas eu de problématique à part le céréal qu'a évoqué Christelle il y a un petit moment en 2022 qui était circonscrit à un procédé. Alors, on espère qu'on n'en aura pas d'autres, mais c'est possible uniquement si chacun agit à son échelle, l'entreprise, le formulateur, l'unité de production, la transparence. Un mot, si on peut retenir après ce webinaire, c'est la transparence. Ce que je dis clairement, le message, il passe et chacun prend ses responsabilités. Si je suis une unité de production et que je distribue un produit qui n'est pas sous certificat QB, j'ai le devoir d'informer mon client. Ça fait partie des bonnes pratiques. Tout le monde est informé. Si l'entreprise veut tout de même se fournir chez vous et souscrit une extension de garantie, ma foi, qui va lui coûter un peu cher et qui est un peu périlleux, c'est son choix. Mais elle a le droit de savoir que vous n'êtes pas certifié si c'est le cas. Et de la même façon, les procédés qui ne sont pas sous certificat QB ne peuvent pas être vendus comme étant certifiés QB. La transparence, si on retient ce mot-là, je pense que c'est déjà pas mal pour cet échange.
Christelle, je vous laisse la main pour nous parler un peu de formation, certification. Merci Nadège. Je vais partager mon écran. Hop là. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Voilà. Donc, je vais vous parler du chef d'équipe chapiste, en tout cas des CQP au sens large. Je vais déjà commencer par vous présenter le 3CA BTP. Vous présenter les CQP du BTP brièvement et les effectifs des CQP. Alors, le 3CA BTP, c'est une organisation paritaire qui est une dame qui a plus de 80 ans, qui est financée par une partie de vos cotisations. C'est donc une organisation qui vous appartient pleinement. Elle a été, pour la petite histoire, fondée après la guerre parce qu'il fallait former des collaborateurs pour reconstruire la France. Schématiquement, c'est ça. Et elle a 2 missions et demie. Première mission, c'est accompagner les organismes de formation, essentiellement les CFA, mais également les organismes de formation continue, dans l'adéquation de leur offre de formation et la qualité pédagogique. Et donc, pour ce, elle fait des tas de missions, elle réalise des études, propose des outils de sourcing pour les apprenants, accompagne à la montée en compétences des collaborateurs, notamment les formateurs des centres de formation. Elle conseille sur la formation initiale et la formation continue. Elle propose des ressources pédagogiques. Elle accompagne, notamment via des appels à projets et des appels à candidature, sur le financement de projets des organismes de formation. Donc ça, c'est sa première mission, c'est vraiment la qualité pédagogique. Et elle a une deuxième mission qui est de valoriser les métiers du BTP. Elle a tout un volet communication, notamment avec la campagne de la construction qui passe à la télé. Vous l'avez peut-être vu. Alors, je dirais que si vous ne l'avez pas vu, c'est plutôt bon signe parce qu'elle cible plutôt les jeunes. Voilà. C'est une campagne qui est conduite maintenant depuis plus de 5 ans et qui a un vrai impact sur l'image et la connaissance des métiers du bâtiment et des travaux publics. C'est aussi un site internet avec des films, des présentations de métiers. Le 3CA produit aussi des fiches pour promouvoir les métiers, pour les organismes de formation. Je pense que Nadège vous fera suivre le PowerPoint et je vous ai mis des liens pour aller plus loin si vous le souhaitez sur le site du 3CA et toutes ses missions et sur le site de la construction où il y a toute la valorisation des métiers du BTP. Sachez que ce soit sur le site du 3CA, la chaîne YouTube du 3CA ou la construction, tous les films, tous les supports qui valorisent les métiers sont à la disposition de tous puisque c'est financé par la branche. L'autre mission, qui est beaucoup plus récente, puisqu'elle date de 2018, c'est que le 3CA BTP est opérateur de compétences pour les branches du bâtiment et des travaux publics. Dans ce contexte, elle les accompagne à créer les CQP, certificats de qualification professionnelle. Il y en a 90 à peu près actuellement. Et en fait, on accompagne chacun des syndicats, des unions, dans la création de ces CQP et leur vie. Donc, on analyse le travail, on va voir ce qui se passe sur le chantier, on rédige des référentiels d'activité de compétences, des référentiels d'évaluation, on crée tous les documents qui permettent à ces diplômes de vivre, donc des règlements d'examen, des définitions des cahiers des charges pour les plateaux techniques, etc., etc. Et on a développé une plateforme qui s'appelle Certif BTP et qui permet de gérer toutes les épreuves certificatives. Donc, tous les candidats qui passent des épreuves de CQP, quels qu'ils soient, qu'ils aient fait de la formation ou pas de formation en amont des épreuves, ils sont tracés via cette plateforme. Là aussi, sur les CQP, si vous voulez en savoir davantage, il y a un site qui est à votre disposition. Je vous ai mis le lien sur le site du 3CA BTP et c'est la page Les CQP du BTP qui a été développée sur le site du 3CA BTP, mais par les organisations professionnelles du bâtiment et des travaux publics.
Aujourd'hui, les CQP du BTP, alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'un CQP? Un CQP, c'est une certification qui est créée par les professionnels pour les professionnels, en l'occurrence du bâtiment et des travaux publics. Il y a des CQP dans toutes les branches, mais depuis 2002, il y a des CQP dans le bâtiment. Aujourd'hui, il y a plus de 80 certifications. Elles sont consultables sur le site de l'Observatoire ou via le lien que je vous ai mis sur le slide précédent. Donc, les CQP sont faits pour faire monter en compétences, valoriser les compétences des salariés du bâtiment et des travaux publics. En fait, ils sont alors accessibles soit avec une formation en amont, soit directement. Là, dans le cadre du CQP Chapiste, il y a un minimum de 3 jours de formation. Et à l'issue de ces jours de formation, il y a une évaluation. Pour tous les CQP, les évaluations sont très pragmatiques. On ne va pas leur demander de rédiger, d'avoir des connaissances générales. Vraiment, tout est basé sur la pratique professionnelle. Il y a très souvent des épreuves pratiques. Alors, il n'y en a pas pour le CQP Chapiste, parce que faire venir une toupie, trouver un sol suffisamment grand pour couler une chape, puis démonter la chape, c'est juste mission impossible. Donc, en fait, on a fait un système d'épreuves avec un entretien QCM, un livret d'expérience qui donne un faisceau d'informations et qui permettent de se prononcer sur les compétences du candidat. Juste de précision, Christelle, vous Oui. avez fait un lapsus, vous avez dit 3 jours de formation, donc c'est bien 2 jours de formation théorique et ensuite 5 jours à minima de stage en entreprise. C'est un petit lapsus. Je me permets de corriger, comme la vidéo va être revue en replay. Oui, tout à fait. Vous avez bien fait, oui, tout à fait. Et d'ailleurs, pour tous les CQP, alors soit on est salarié directement et on vient passer les épreuves, soit on a une formation, mais de toute façon, il y a de la pratique en entreprise dans tous les CQP. Ce sont vraiment des certifications qui se veulent adapter au métier. Alors, hop, voilà. Alors, l'intérêt pour les entreprises et les salariés, c'est de reconnaître les compétences de vos salariés. Alors, il y a plus d'intérêt avec le CQP Chapiste parce que vous l'avez très bien compris, il y a une notion d'assurabilité et une obligation d'avoir des collaborateurs dans l'entreprise qui ont ce CQP. Mais en fait, l'ensemble des CQP, ça rend vraiment aussi, ça ouvre pour les chefs d'entreprise la possibilité de gérer les compétences des collaborateurs, de reconnaître des savoir-faire, de permettre des évolutions, de fidéliser, de mobiliser les équipes. Et puis, d'aller vers les compétences de demain, c'est aussi valoriser son entreprise parce que d'être en capacité de dire que vous avez des salariés qui sont formés, qui sont certifiés, c'est valoriser son entreprise auprès des clients. Alors, décidément, voilà. Alors, en général, pour obtenir un CQP, il faut déjà repérer le CQP qu'on veut passer, se rapprocher du porteur du CQP pour vous donner. Alors, je vais vous faire peur peut-être, mais sur les 80 CQP, il y a 34 porteurs de CQP. C'est pour cette raison que sur le site de l'Observatoire, ils sont tous référencés avec un contact pour faciliter. Alors après, soit votre conseiller OPCO, soit votre syndicat, vous avez aussi plusieurs sources d'informations. Dans certains cas, donc vous vous rapprochez d'un organisme de formation et puis quand la formation est passée, la personne est certifiée, passe des épreuves et on remet au titulaire un parchemin qui permet de justifier de l'obtention du CQP. Voilà. Un CQP a un niveau à la convention collective et il peut avoir, s'il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles, un niveau européen. Le niveau européen, c'est le niveau qui correspond, par exemple, le niveau 3 à un CAP, un niveau 4 à un bac, etc. Sur les 80-85 CQP des branches du bâtiment, il y en a 25 qui sont inscrits au répertoire. Et puis, tous les ans, il y en a toujours un ou deux qui vient s'ajouter à la liste.
Alors, je vous ai mis, je ne vais pas détailler, je vous ai mis la liste des CQP du BTP pour que vous vous rendiez compte des métiers qui sont touchés, en tout cas pour lesquels il y a des CQP. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que les 80, je ne vais pas vous les citer, mais sachez déjà que dans les bâtiments, il y a des CQP sur les fonctions support, il y a des CQP sur les métiers de la couverture, de la démolition, les métiers du métal, de la construction, tous les travaux en hauteur, l'isolation industrielle, le génie climatique, la ventilation, les métiers de l'enveloppe du bâtiment, les métiers du ferroviaire, après pour les travaux publics, les métiers de la canalisation, tous les métiers de la route, la fibre optique. Et puis après, il y a des choses un petit peu atypiques comme bout de feu, maître bout de feu, des assistants foreurs, les scaphandriers, voilà. Donc, c'est très très large euh, et c'est généralement, hormis les fonctions support, c'est plutôt des métiers de niche, des spécificités. La politique des branches, d'une manière générale, c'est plutôt de créer des CQP lorsqu'il n'y a pas de diplômes nationaux pour venir valoriser tous ces métiers qui font que la construction est la construction. Aujourd'hui, on remet à peu près 3000 CQP par an à des titulaires. Vous voyez, par exemple, en 2025, on a eu 3600 inscrits. On a remis 3000 CQP pour des gens qui les obtenaient dans la totalité. Et on a remis 134 certifications partielles parce que les CQP sont tous écrits en bloc de compétences. Et un candidat peut obtenir un bloc, 2 blocs, et pas obtenir la certification totale. Il peut revenir rechercher le bloc qui lui manque pour être admis. On a eu cette année 10% de candidats supplémentaires inscrits au CQP, avec un taux de réussite qui baisse un peu, mais ça s'explique. Vraiment, on a mis en place un système d'évaluation des compétences qui est assez clair, qui laisse pas trop de place au doute, et ce qui fait que, bah oui, les professionnels qui évaluent sont amenés à évaluer des vraies compétences, et bah oui, il faut être professionnel pour obtenir un CQP. Voilà. Vous allez le voir, il y a 3 CQP qui emportent en fait une bonne partie des effectifs. Déjà, quasiment la moitié des effectifs, un petit peu plus même de la moitié des effectifs, c'est pour les travaux sur corde, avec travailler sur corde au niveau initial et au niveau confirmé, où on a 1500 admis et 400 admis pour l'autre. Parce que là aussi, ce CQP, il y a une obligation de formation pour pouvoir exercer. Et le troisième, c'est le CQP chapiste, qui est certes tout nouveau, mais en 2025, nous avons remis 255 certifications, et je pense que pour 2026, on va prendre le même chemin. Voilà. Donc, le top 10 des CQP, c'est 87% des inscrits. Voilà, donc tout ça pour vous dire que les CQP ont des effectifs très très variables d'un métier à un autre. En même temps, ça s'explique, hein, qu'on ait des bouts de feu, qu'on en ait 10 par an, bah, c'est normal parce que des gens qui font exploser, qui posent des explosifs en carrière, bah, il n'y en a pas beaucoup. Par exemple, là en ce moment, on a un groupe de couvreurs chaumiers. Bah, c'est une fois tous les 10 ans, mais des couvreurs chaumiers, c'est même pas 200 personnes qui qui exercent en France. Voilà. Mais c'est important de reconnaître tous ces métiers. C'est important qu'il y ait une description de ces métiers, des compétences, parce que ça leur donne une visibilité. Voilà ce que je voulais vous dire sur les CQP et je reste bien évidemment à votre disposition. Merci beaucoup Christelle pour cette présentation qui m'a semble très claire et je pense qu'on n'a pas à rougir vu les résultats pour ce CQP qui sont tous encore un peu jeunes et qui va, je pense, emmener les foules, emmener les chapistes vers une vraie montée en compétences, une reconnaissance des compétences, hein, parce que pour appuyer ce que vous avez dit,
le CQP n'est pas là pour former chef d'équipe chapiste, en tout cas n'est pas là pour former un chapiste débutant. Il faut avoir une certaine base. Toutes les entreprises qui sont autour de cette vidéoconférence peuvent confirmer que si on n'a jamais touché une chape, eh ben on s'inscrit pas au CQP et on espère l'obtenir en 2 jours de formation théorique et 5 jours à minimum en entreprise. C'est vraiment pour la partie théorique monter en compétence, se mettre un petit peu à jour, et ce sont les témoignages que nous avons eus pour les différents professionnels qui ont obtenu leur certification. C'est une vraie valeur ajoutée, notamment dans le bâtiment où on n'a pas beaucoup la culture de la formation continue. Ça permet d'échanger également avec d'autres professionnels, d'autres entreprises, etc. Et c'est, je pense, une belle façon de tirer le métier vers le haut et également d'attirer de nouvelles compétences au sein des entreprises. Donc, ce ne doit pas être vécu comme une contrainte, mais plutôt vraiment comme un accompagnement de la profession. Pour rappeler aussi, donc je l'ai dit, mais je réinsiste, nous tenons à jour la liste des organismes de formation qui sont habilités pour former vos salariés ou même vous en tant que chef d'entreprise pour obtenir ce CQP. On vous l'enverra avec les documents de la présentation et si vous avez des questions sur comment l'obtenir, etc. ou des difficultés, faut pas hésiter également à nous contacter pour que nous puissions vous accompagner dans cette procédure. Avec une petite insistance qui est un peu lourde, mais qu'il est nécessaire de rappeler, ça conditionne pour la partie assurabilité en technique courante les bons respects de toutes les exigences qui sont précisées dans les règles professionnelles pour la mise en œuvre des chapes fluides. Alors, je propose qu'on prenne les questions. On va commencer par les mains levées. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas au fil de l'eau. Diany, est-ce que tu gardes ta main ou non, tu as une crampe et tu baisses la main. Alors, d'accord, très bien. Jean-Marc. Oui, bonjour, Jean-Marc Régnier. J'ai une question pour Madame Ebner concernant la diapositive 6 que j'avais notée. Vous présentez des barres graphes sur la... Vous m'entendez? Oui, très bien. Très bien. Excusez-moi. Vous présentez des barres graphes concernant la sinistralité, mais dans ce que vous appelez le paragraphe sol, revêtement de sol intérieur, mais est-ce qu'on a fait la distinction entre les différentes couches, c'est-à-dire les types de revêtements, les types de chapes, si c'est des chapes tradies, des fluides, des sèches, des scellées? Est-ce que les chapes fluides, par exemple, c'est sulfate de calcium ou ciment, ou liants spéciaux, les types d'isolants, et avec ou sans plancher chauffant? C'était ma question. Alors, c'est effectivement très précis. Alors, malheureusement, on ne va pas aussi précisément que ça dans notre observatoire. Oui. Là, on est sur une nomenclature, donc c'est codifié. Donc, effectivement, quand on voit le chiffre 74, ça correspond au revêtement de sol intérieur. Et derrière, je vous ai dit, les revêtements de sol intérieur, ça peut être carrelage, pierre, textile, sauce, soupe, parquet, résine. Alors, on a un 3e niveau qui permet de montrer que les carrelages sont effectivement, ça correspond à 80% des cas, c'est du carrelage. Et après, après, je n'ai pas plus de précision. Et après, le niveau 4, c'est le type de pathologie. Donc, c'est effectivement mon graphe qui était à droite qui marquait pour 30%, on est sur l'inadaptation du support. Mais voilà, je ne peux pas effectivement rentrer plus dans le détail dans cette partie-là où on est plutôt sur de la statistique ou tout au moins sur de la fréquence. Et après, effectivement, pour rentrer dans le détail, il faut rentrer dans les rapports d'expertise. Et pour rentrer dans les... Voilà. Très bien, merci, j'aurais pu le faire. Et donc, à droite, là, vous avez une adaptation du support. Donc là, Oui. on n'a que de la codification. Et donc, quand on veut rentrer, après, on prend un expert et on travaille vraiment sur le sujet. Et là, on lui donne les rapports d'expertise et il peut rentrer dans le sujet. Donc, on n'a pas d'état des lieux exactement sur tous les types de chapes, etc. Le plus proche d'information, c'est l'étude qu'on a fait sur la pathologie des carrelages. Et là, on peut remonter de temps en temps à la chape. Ce n'est pas toujours non plus des problèmes de chape. Et on n'a pas toujours non plus l'information, même dans les rapports d'expertise,
on n'a pas toujours toutes les informations. Donc voilà, on ne rentre pas autant dans le détail qu'on le voudrait. Donc c'est pour ça que je vous ai parlé de façon générale et après que je vous ai donné des exemples concrets de ce qu'on avait. On sait qu'effectivement, on a quand même des problèmes de compatibilité, de pas la bonne utilisation de la colle à carrelage si on est sur une chape anhydrite ou sur une chape ciment. Ça peut être des risques. On a beaucoup de problèmes de joints, de respect de joints de fractionnement et de joints périphériques. Mais voilà, sur la codification, on ne peut pas aller plus loin par contre. Et on n'a pas toujours l'information non plus si c'est un plancher chauffant. Merci beaucoup. De rien. Merci bien. Question suivante, Pascal Arnoux. Arnoux, pardon. Excusez-moi pour la prononciation. Alors, Arnoux, c'est ça, oui. Moi, c'était toujours sur la partie donc CQP, agrément d'un côté, on va dire central, et de l'autre côté applicateur. On sait qu'il y a un certain nombre d'applicateurs en France. On sait qu'il y a un certain nombre qui sont agréés. Fournisseurs, nous, on fournit de la chape à un applicateur. On ne sait pas forcément, ou des fois on sait, s'il est agréé, et on lui fournit quand même de la chape. Est-ce qu'il y a une histoire de responsabilité quand un applicateur n'est pas agréé, en cas de litige, en cas de n'importe quoi, parce qu'on le sait pertinemment, nous en tant que fournisseurs. Est-ce qu'on doit lui fournir de la chape ou pas? Voilà, c'est la question. Alors, moi, je dirais que le plus gros risque revient à l'entreprise, parce que c'est la garantie décennale qui est mise à mal. Pour résumer un peu votre question, vous êtes dans le schéma où une entreprise, alors on va citer un, mais on va en citer d'autres après. Par exemple, Cemexa a un certificat QB. Une entreprise veut mettre en place ou couler une chape certifiée QB46, mais n'est pas agréée par Cemexa et va se fournir au sein d'une unité de production. Le risque que l'entreprise court, c'est de ne pas être assurée. Le risque pour vous, entre guillemets, c'est un désordre, puisque la responsabilité, la garantie décennale, c'est l'entreprise qui la porte. Dans votre devoir de conseil, il y a le bon réflexe de lui poser la question, mais vraiment le risque majeur, là, il est pour l'entreprise qui n'est pas agréée. Alors, c'est aussi bien sur l'agrément du fournisseur de chape, mais c'est aussi sur la certification de CQP. Sur le CQP. Ouais. Sur le CQP. Totalement. Alors, pour répondre aussi sur le CQP, autant vous avez donc sur le site du CSTB la liste des UP certifiés. Côté UNEXP, nous mettons à jour, on essaie aussi souvent que possible, la liste des entreprises qui sont titulaires du CQP. Elle est disponible sur le site internet de l'UNEXP, donc vous avez la possibilité de consulter les entreprises qui ont leur qui ont au moins un titulaire du CQP au sein de leur structure. Mais une fois de plus, vraiment, c'est la responsabilité de l'entreprise qui coule. Si elle n'a pas le CQP, si elle n'est pas agréée, en cas de désordre, l'assureur peut tout à fait décider de ne pas garantir les travaux. Ok. Ouais. Et on a une autre main levée, Fabien Chanson. Oui, bonjour. Donc, c'est Mexa pour ma part. Ça vous pose une question de certification des UP, parce que c'est quelque chose d'important, on peut le comprendre. Nous, industriels, si on veut certifier une UP, comment ça se passe? On va nous demander des résultats d'écrasement en chantier. Si je ne m'abuse, ça veut dire qu'il faut qu'on fasse un premier chantier sans que l'UP soit certifié. Mais là, dans le discours qu'on entend, on ne peut pas livrer un chantier si l'UP n'est pas certifié. Expliquez-moi le truc, je ne comprends pas tout. Alors là, la question que vous posez, c'est qui de l'œuf ou de la poule? Mais je vous assure, c'est une question qu'on s'est posée depuis très longtemps et n'est pas une question nouvelle par rapport au CQP, pas CQP. Revenons dans le temps où il n'y avait pas le passage dans le domaine traditionnel. Procédure d'avis technique. Un industriel qui veut demander un avis technique, on lui demande des références de chantier. C'est la même problématique. Ce qui est demandé aux industriels, c'est d'assurer les entreprises ou les chantiers qui sont en cours, entre guillemets, réalisés pour l'obtention d'un avis technique. Le problème n'est pas de ne pas avoir tout de suite l'avis technique, mais c'est de sécuriser l'assurabilité du chantier réalisé par l'entreprise. Il y a des assurances spécifiques qui sont mises en place
pour justement accompagner les entreprises dans une phase d'innovation, parce qu'on ne peut pas empêcher l'innovation, bien au contraire. C'est ce qui fait vivre aussi nos entreprises. Mais il y a une assurabilité différente pour des chantiers pour lesquels la technique ne relève pas encore de la technique courante, et c'est votre rôle, entre guillemets, de sécuriser tout cela pour l'entreprise. Il est Ça, vraiment j'entends. préjudiciable de laisser entendre à une entreprise qu'elle est couverte alors que votre procédé n'est pas encore certifié ou Non, ça, n'a pas j'entends. encore de DTA. Ça, j'entends. Je parle de la certification des UP. C'est-à-dire un C'est la même procédé qui chose. est un procédé qui est déjà sous certif QB46, Oui, une chape classique, hein, qui est déjà sous QB46. On veut certifier l'UP. On nous demande des résultats d'écrasement chantier. oui. Mais comment on fait chantier si l'UP n'est pas certifié QB46? Alors, on a autour de la table, voilà, c'est ce que j'allais dire. J'allais vous proposer une experte de la QB46, Anna Sofia, qui est Merci. Bonjour à tous. voilà, et qui va vous Oui, préciser. Mais c'est pas une effectivement. nouveauté, hein. Je laisse Anna Sofia prendre la parole. Non, je me permets de rebondir effectivement dans les exigences du référentiel pour pouvoir porter une centrale sur la liste des unités de production certifiées en annexe du certificat. Ce qu'on demande, c'est une validation de formule de la chape en laboratoire, mais également en unité de production, Nous sommes d'accord. c'est-à-dire en centrale BPE ou en camion mobile. Mais quand vous dites en unité de production, ça peut être des résultats d'une chape qui a été produite sur l'UP, mais qui n'a pas été livrée sur chantier. On est bien d'accord? Tout à fait. Ok, voilà, ça répond à la première question. Et donc la Il deuxième faut question, que la validation de formule passe par l'outil de fabrication pour faire la distinction entre l'outil laboratoire et l'outil réel, hein, qui sera enfin, le d'accord, malaxeur de l'UP, mais in fine, elle n'est pas forcément destinée à être sur chantier. sur chantier, d'accord, nous sommes d'accord. Ça, c'était la première question. Et la deuxième, en fait, ça se rejoint, hein, c'est que vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, on est interdépendant des cimentiers, aussi peu nombreux qu'ils soient, et que les changements de ciment intempestifs font que systématiquement, nous sommes obligés de recaler des formules au quotidien ou presque. Donc ça veut dire que systématiquement, si on veut recertifier cette formule, il faut passer par un essai central et un écrasement de ces formules sur chaque formule déclarée, avec chaque matériau changé en fait. Alors, intempestif, il faut savoir on fait des gros efforts pour décarboner notre activité, pour réduire les taux de clinker, comme vous le savez. Donc, c'est pas en fait intempestif, c'est surtout afin que, notamment les chapes, en termes d'émissions de CO2, soient plus respectueuses de l'environnement, Monsieur Chanson. Monsieur Galmiche, je juge personne et je ne vise personne. La simple chose que j'essaye de dire là, c'est que c'est simplement la réalité du terrain. C'est super qu'on a voulu professionnaliser les choses, mais il faut aussi se rendre à l'évidence de ce que c'est le quotidien sur le terrain. Et effectivement, je suis d'accord avec vous, on a besoin de décarboner, on a besoin de sortir ces nouveaux ciments, mais ça veut dire aussi qu'on a besoin aussi de comprendre comment ça fonctionne, puisque c'est tous les jours qu'on est confronté à ces problèmes-là. Entendu. Est-ce que les réponses, ça vous éclaire sur le sujet, Monsieur Chanson? Oui, mais je pense que ça veut dire qu'il faut qu'on repasse systématiquement par un essai UP, mais qui n'est pas systématiquement un essai sur chantier. C'est ce que je voulais entendre en fait. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. D'autres questions? J'avais une question, moi, parce que vous parlez d'unités de production, mais dans le cadre d'unités mobiles, les camions qui sont amenés à bouger sur des grandes distances, comment ça se passe? Parce que, bon, comme le disait M. Chanson, on peut avoir différents ciments, différents granulats. La caractérisation de cette unité de production qui est mobile, est-ce qu'elle est limitée géographiquement ou pas? Ou est-ce qu'elle est liée à la formule avec les granulats, les ciments, etc.? Comment ça se passe sur des unités de production mobiles? Anna Sofia, tu veux compléter? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Ce que je comprends là, pour rebondir à ce que vient de dire Semexa, c'est que donc on caractérise des unités de production. Nous, dans notre cas, c'est des unités de production fixes. Donc même si on a des changements de ciment, on a quand même des appros plutôt stables de granulats, de ciment et d'adjuvants par ailleurs.
quand on parle d'unités mobiles, des unités de chantier, des camions par exemple, qui sont amenés à courir de grandes distances, comment se fait la certification de ces unités de production qui sont mobiles et donc qui peuvent être amenées parfois à avoir des changements de sable, à des changements d'autres composants? Est-ce que dans le cadre des unités mobiles, est-ce que cette certification est limitée géographiquement ou pas? En d'autres termes, si j'ai mon camion qui est une unité de production Je mobile et comprends. qui est... Oui, tout à fait, je comprends, j'ai compris la problématique. Ce qui est certifié, en fait, ce qu'on vient vérifier au niveau des camions mobiles, hein, c'est les matières premières qui sont disponibles au niveau de son dépôt. Et en fait, donc il y a un dépôt qui est géolocalisé, qui peut être voilà, un endroit précis. Et à ce dépôt, on va retrouver du ciment, du sable. Et à partir de ce dépôt, le camion recharge avant chaque chantier et après va parcourir une certaine distance. Mais il est bien précisé qu'en fait, la distance qu'il a à parcourir, est limitée dans le temps. On peut considérer, il me semble que c'est 2 heures de temps maximum, le temps de trajet entre le dépôt et l'arrivée sur chantier. Ah oui, donc Vincent, vous prenez peut-être, vous prenez comme référence le dépôt. Ça veut dire C'est que le s'il dépôt et livre, c'est les matières premières qui sont effectivement présentes au dépôt, qui sont même qualifiées si, dans la formule. Et après, le camion, effectivement, il va parcourir ses trajets pour aller sur les différents chantiers. Mais néanmoins, voilà, le point de départ, c'est le dépôt et les matières premières, c'est celles qui sont présentes au dépôt. Le camion n'a pas aujourd'hui, il n'est pas admis que le camion puisse se recharger par ailleurs avec des matières premières qui n'ont pas été qualifiées dans la validation de formule initiale. on peut peut-être donner la parole à Vincent Quenin qui a des camions mobiles, qui va nous préciser son quotidien. Exactement, oui, je confirme les propos d'Anne-Sophia. La centrale mobile est référencée QB46 par rapport à un dépôt et le dépôt est référencé par rapport au sable et aux liants utilisés. Après, on peut prendre la centrale mobile et faire autant de kilomètres que nécessaire, hein, puisque c'est l'avantage de la centrale mobile de pouvoir faire des kilomètres sans nettoyer le produit, il est fabriqué sur place, hein, sur le chantier. Mais chaque fois, le soir ou le matin, il faut revenir charger, cette centrale agréée doit revenir charger à son dépôt initial agréé. Tout à fait. Effectivement, j'ai cité 2 heures de temps, mais en fait, je me suis un peu mélangé les pinceaux avec les centrales BPE qui, elles, les camions toupies sont limités en termes de temps, donc c'est bien indiqué. Mais en tout cas, voilà, les camions parcourent les distances qu'elles ont besoin de parcourir, mais néanmoins, elles doivent revenir recharger au dépôt qui a été initial, dont les matières premières ont été qualifiées. Je tiens à préciser que lorsque il s'agit également d'auditer, puisqu'il est dans le parcours de certification, il y a des audits qui sont prévus avec des auditeurs qualifiés. Quand il s'agit d'auditer des camions, on vient auditer le dépôt. Tout à fait. Très bien. Merci beaucoup pour ces précisions. Gianni a levé la main. Le micro, Gianni, Ouais, s'il te plaît. c'est bon, j'ai appris, c'est bon. Alors, vite fait, je rebondis sur les certifications, enfin pour le camion, il n'y a aucun souci là-dessus et c'est très bien. Je me pose une question et je voudrais avoir un éclaircissement. Lorsque l'on a sur un même chantier des unités mobiles, en l'occurrence, qui viennent de différents sites pour faire un coulage, le fait de mélanger, entre parenthèses, à un moment donné, puisque quand on arrive à la fin d'une centrale mobile, on réattaque avec une autre. Est-ce qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas un risque quelconque, le fait d'avoir à un moment donné un mélange de ces mêmes produits sur le fond, mais avec une caractéristique peut-être différente d'un dépôt à un autre? Voilà, c'est une question juste pour m'éclaircir. Y a-t-il un risque d'avoir effectivement parce que d'un côté, on a du sable qui vient de je ne sais trop où, et de l'autre côté, là, un ciment qui vient là, un ciment qui vient de là. Les centrales se réunissent, font un même coulage. Est-ce qu'on a un risque quelconque? Voilà, lors de la mise en œuvre.
Vincent, ou s'il y a d'autres chapistes en camion mobile qui souhaitent donc, prendre la parole. ouais. Donc ce cas, nous on ne le connaît pas, hein, ce cas lorsqu'il y a un dépôt, le chantier, le camion de centrale mobile qui appartient à ce dépôt, il tourne autour de X kilomètres autour de ce dépôt pour faire le chantier. Lorsqu'il y a besoin de plusieurs centrales mobiles pour faire le chantier, soit il y a déjà plusieurs centrales mobiles agréées sur ce même dépôt, c'est souvent le cas. Et s'il n'y a qu'une seule centrale agréée sur ce dépôt, eh bien, on va venir avec une seule centrale, le lendemain avec la même centrale, et on va faire le chantier en plusieurs fois, par exemple. Mais on n'intervient pas d'une centrale d'un dépôt sur le même chantier avec une centrale de l'autre dépôt, parce que les dépôts sont éloignés malgré tout entre 300 et 400 km de l'un à l'autre. Il est rare d'avoir des dépôts très proches, aucun intérêt d'avoir un dépôt très proche. Et on ne peut pas déplacer notre centrale de 400 km ou de 300 km. Donc cette configuration, chez nous on ne la connaît pas et elle est extrêmement économiquement, elle ne peut pas tenir. C'est des cas de figure qui existent. Hein. Si j'en parle, Et si ça arrive, la centrale mais moi, ma agréée question était juste de savoir si effectivement, là c'est en discutant, en échangeant, c'est effectivement, si on a mais il peut y avoir 300 km entre les deux dépôts. Si le chantier est à 150 km d'un côté et de l'autre, on a deux UP mobiles d'un côté et deux de l'autre, on a besoin de 4. Hop, on nous livre dans ce sens-là. Hein, on n'est pas. Mais alors nous, on fait quoi, quoi? Et quel est le risque que l'on prend réellement? Alors ensuite, si je peux me permettre de répondre, le risque, il n'y a pas de risque du moment que le dépôt est agréé avec la centrale mobile, tous les deux dépôts, les deux centrales sont agréées, et bien sûr que le produit utilisé pour ce même chantier soit identique. On ne va pas utiliser sur un camion de chape ciment et après la chape sulfate de calcium, évidemment, mais si ce produit-là est agréé sur chacun des dépôts, le sable peut changer, mais le produit ne change pas, la matière première ne change pas, donc je ne vois pas où peut être le risque. C'est une question. Bien sûr. C'est une question. Merci. Alors, je vous propose qu'on avance sur les autres questions. Mathieu Fontana a levé la main. Ouais, c'était juste pour parler du cas qu'a abordé Gianni, et qu'en soit en centrale mobile ou en centrale BPE, en fait, c'est la même règle. Les produits, par exemple, si on parle d'une chape Cemexa, si deux centrales alimentent ton chantier, il n'y a pas d'incompatibilité de produits. C'est pareil pour les centrales mobiles. Si Vincent Quenin livre deux chapes Technisol, c'est le même liant, c'est la même garantie de performance. Le danger, ça serait de faire ciment et anhydrite mélangé, ou de faire une chape Sika, une chape Cemexa. Là, on atteint les limites de la compatibilité. Enfin, voilà, c'est mon analyse sur la situation. D'accord. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on a, excusez-moi pour la prononciation, Malik Dali, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Donc, je travaille pour l'entreprise Eldenberg. J'avais juste une question en termes de traçabilité. Tout à l'heure, on parlait de traçabilité du produit. Nous, en centrale, est-ce que aujourd'hui, ça nous garantit quand on trace un produit que l'on fabrique sur un classeur avec le nom de l'entreprise, la valeur qu'on a trouvée en centrale et la valeur qu'on a trouvée au central et la valeur qu'on a trouvée sur le chantier. Est-ce que ça, aujourd'hui, ça prouve une garantie? Est-ce Alors, qu'aujourd'hui, pour avec être ça, sûr de bien comprendre, c'est-à-dire que vous mesurez l'étalement départ central, vous la mettez sur une feuille dans votre classeur, le c'est bon de ça. livraison part sans aucune information. Sur le chantier, c'est mesuré, pas mesuré, on ne sait pas. Mais votre information, vous l'avez dans une feuille sur le classeur. C'est bien ce que vous C'est ça. expliquez? C'est Ben, ça. c'est pas conforme parce que vraiment, on insiste dessus. Le bon de livraison doit mentionner l'étalement départ central. Bah, Une fois nous, que mais nous, comme alors, je sais plus c'est qui parlait de ça. Actuellement, Mhm. nous, en BL dématérialisé, on n'arrive pas à le faire. On n'arrive pas, on n'a pas ce système-là. Donc, c'est pour ça qu'on a mis en place ce système de classeur où on note tout, on trace tout. Donc, est-ce que sauf, ça, aujourd'hui, sauf que ça on- reste chez vous. Comment fait l'entreprise?
L'entreprise fait son étalement sur chantier. Après ça, on le note quand même. On a une tablette, et sur la tablette, on peut marquer l'étalement qu'on a trouvé sur chantier. Et puis après, bah, c'est tracé informatiquement sur la tablette, mais on n'a pas de BL, on n'a pas de bon. C'est ça qui me. Excuse-moi de te couper, Malik. Oui, Tu as bien dit Heidelberg? c'est ça. Ça fonctionne en bon dématérialisé. Le seul sujet, c'est que ça apparaît qu'à la fin, mais ça fonctionne. L'étalement départ central, arrivée chantier. Et avec les Alors, certifications excusez-moi, QB sur le qui a BL. pris la parole, s'il vous C'est plaît? Pascal Arnoux, D'accord. Heidelberg aussi. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Moi, ce que je peux vous dire, la seule chose que je peux vous inviter à faire, c'est discuter un peu en interne, mais de toute façon, pour l'entreprise de Chapfluid, elle a besoin d'avoir l'info, hein. D'une façon ou d'une autre, on peut pas rentrer dans votre tambouille et on peut pas vous aider, entre guillemets, à trouver la solution là avec le webinaire, mais je ne vois pas comment une entreprise peut prendre la responsabilité de réceptionner une chape sans savoir si l'étalement est conforme, sans savoir si elle doit ajouter de l'eau ou pas. Enfin, c'est pas possible, quoi. Et en cas de litige ultérieurement, on lui demandera si c'est sa responsabilité, celle du procédé, comment elle peut justifier que le procédé qu'elle a réceptionné était conforme, pas conforme. Enfin, on a des chapitres autour de la table, c'est pas correct, quoi. Jean-Marc, tu souhaitais Merci. prendre la parole? Oui, c'était une question qui n'est pas sur ce sujet-là, qui est sur, par exemple, les assureurs. L'assurabilité. Je vais prendre un exemple assez concret. Voilà, je suis chapiste. Je mets en œuvre des chapes fluides. Je veux m'assurer chez telle compagnie, etc. Quelles sont les exigences des assureurs vis-à-vis de mon métier, de mon professionnalisme et des produits que je mets en œuvre? Christelle, peut-être, vous souhaitez... Oui. Alors, bon, je ne veux pas non plus me substituer aux assureurs, hein, mais effectivement, quand vous allez voir un assureur, vous déclarez votre activité, donc là, votre Ouais. activité de chapiste, et après, vous allez déclarer que vous travaillez selon les techniques courantes. Donc, si vous travaillez selon les techniques courantes, comme on a vu dans les exigences qui étaient imposées, vous devez être agréé par le titulaire du certificat QB46, vous devez avoir un CQP chapiste, etc. Donc ça, c'est ce que vous devez pour respecter la technique courante. Après, donc ils vont pas, je pense, je ne suis pas sûre, peut-être que s'il y a des assureurs autour de la table, ils pourront compléter, je ne suis pas sûre qu'ils vérifient au moment où vous vous déclarez. Par contre, le jour où ils vont le vérifier, c'est le jour du sinistre. Donc je pense, comme toujours, s'il n'y a pas de sinistre, tout se passera sans doute très bien. J'en sais rien. Mais par contre, s'il y a un sinistre, ils iront voir est-ce que vous avez respecté les règles pro ou le DTA. Et si vous n'avez pas respecté parce que vous n'avez pas ce CQP, vous n'avez personne qui a un CQP chapiste, vous n'avez pas pris une centrale qui était agréée par la QB46, à ce moment-là, ils reverront peut-être la façon de vous assurer. Donc, je ne sais pas s'il y a des assureurs autour en visio qui peuvent compléter, parce que je ne suis pas assureur. Mais voilà, je suis pas sûre qu'ils vous le demandent au début, mais surtout, ils vous le demanderont le jour du sinistre. On Merci. a Jean-Luc Thomas, peut-être que Jean-Luc, tu pourrais nous apporter de Socabat, tu pourrais nous apporter un éclaircissement. Voilà. Je peux apporter un petit éclaircissement, même si j'aurais pas dit mieux que Madame Emner. Globalement, c'est à peu près ça. Alors après, quelquefois, quand vous contractez, vous êtes avec un conseiller. Alors moi, je connais plus la façon de faire de la SMABTP, mais effectivement, on demande que vous vous engagiez effectivement à utiliser les techniques courantes et on vous renseigne sur les écarts. Et alors maintenant, est-ce qu'on vous rappelle tout ce qui doit être contenu dans la technique courante? Non, c'est quand même à vous de le savoir. Ça peut permettre de profiter pour passer un peu le message aussi, hein. Les règles professionnelles ont été mises en place et acceptées
par la C2P. Au sein de la C2P, on a les assureurs. Donc normalement, les assureurs jouent tous suivant les mêmes règles et doivent assurer en technique courante sur les mêmes dispositions. On a quelques entreprises qui nous font remonter que leur assureur leur aurait dit qu'il n'y a pas besoin de CQP, pas besoin de ci, pas besoin de ça, et puis elles sont assurées quand même en technique courante. Moi, à ce jour, j'ai vu aucun écrit d'un assureur dans ce sens, mais j'alerte que vraiment, on ne voudrait pas se retrouver dans une situation où potentiellement demain, les entreprises se retrouveraient mises à mal et en défaut d'assurabilité parce qu'elles ne répondent pas aux critères, croyant que potentiellement, ils n'ont pas fait, c'est pas grave, l'assureur va les couvrir. Donc, il est de la responsabilité des uns et des autres d'être clairs, de passer des bons messages et que toutes les entreprises soient aussi, entre guillemets, logées à la même enseigne. On a un certain nombre d'entreprises qui ont fait la démarche, qui ont obtenu le CQP au sein de leurs équipes. Et ben, tout le monde doit arriver à ce niveau, ce niveau-là et être assuré en technique courante sur la même base. Rien ne serait vraiment pire pour nous, professionnels, pour nos entreprises, de se retrouver en défaut d'assurance pour une absence de CQP, alors que potentiellement l'entreprise croyait qu'elle était couverte avec ou sans CQP. Non, mais voilà, vous avez raison. Enfin, les règles, la règle professionnelle l'impose. Donc, si on ne respecte pas, effectivement. Menu principal. Pour écouter vos messages, tapez 1. Il y a un micro ouvert. D'accord, il y a un micro ouvert. Oui, non, il n'y a pas de doute là-dessus. En tout cas, à la SMABTP, c'est clair que le non-respect, effectivement, des règles professionnelles et de manière générale, ça rentre dans la technique non courante et ça n'est pas garanti, voilà, a priori, et je n'ai jamais vu de demande, en tout cas. Alors, les règles sont assez récentes malgré tout, mais quand même, jamais de demande, et je ne me verrais pas avoir des demandes sur est-ce qu'on peut ne pas avoir la CQP. Parce que ça, on pourrait aussi avoir des entreprises qui tentent le coup, mais du coup, c'est pas l'idée. Alors, en tout cas, on espère vraiment être accompagné par les différents acteurs, ce qui est mis en place pour la profession, pour faire en sorte de sécuriser notre métier. Ben, tous les acteurs, j'espère qu'ils vont prendre le pli et puis nous accompagner justement dans ces différentes actions. J'en profite aussi, on a plusieurs réseaux d'applicateurs en visioconférence. On vous invite aussi à partager cette information, à passer des messages auprès de nos applicateurs. Tous les applicateurs ne sont pas membres d'une organisation professionnelle, donc je vous invite vraiment à les sensibiliser sur ce point-là, parce que ce sont vos clients. Si un client est mis à mal, demain c'est un site d'après aussi en moins pour vous. Donc on espère que tous les acteurs vont vraiment prendre à cœur d'accompagner le métier de chapiste et de diffuser la bonne information. Alors, on a dépassé d'un peu plus de 10 minutes. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interrogations? Pas d'autres mains levées. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour la disponibilité, le temps que vous avez pris. Un grand merci à Christelle Ebner de l'AQC pour son intervention et les réponses très précises. Et également à Christelle Soulard du 3CABTP qui nous a également éclairé sur le CQP et le fait que nous ne sommes pas les seuls à avoir un CQP dans notre métier, loin de là, mais nous sommes en 3e place et c'est ce qu'on retiendra du CQP qui fonctionne, des CQP, qui fonctionnent le mieux. Merci à toutes les entreprises, à tous les acteurs, assureurs, distributeurs, unités de production, etc. Nous sommes à votre disposition pour pouvoir vous accompagner s'il y a besoin d'autres précisions, des éclaircissements. Sentez-vous libre de nous contacter. Nous pourrons vous donner toutes les réponses autant que faire se peut. Le CSTB également est à votre disposition pour toutes les problématiques, on l'a évoqué, de certification de chaque fluide. Donc, travaillant ensemble en synergie, on arrivera à une situation où l'ensemble
des acteurs est bien informé. Merci encore et je vous souhaite une très bonne fin de journée et on ne manquera pas de vous ressolliciter s'il y a des évolutions que nous souhaitons vous partager. À très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.